je file, putain de merde! Hoppa! Oh! Hoppa! Oh! Une rébellion se prépare à l'intérieur de la Russie, et même les politiciens russes mettent désormais publiquement en garde contre ce qui arrive. Nous venons de voir l'un des avertissements les plus clairs jusqu'à présent, et il est venu de l'économiste en chef de l'une des plus grandes banques de Russie. Devine quoi? Ce gars travaillait en fait pour Poutine, le conseillant sur des questions économiques. Et maintenant il prédit la chute de son régime et la mort de Poutine lui-même. Il semble que cet avertissement ait touché Poutine, car quelqu'un du Kremlin a personnellement appelé la banque et a demandé que ce gars soit licencié. Et le lendemain, il était parti. Malheureusement pour Vladimir, cet économiste n'était pas seul. Nous avons d'autres stratèges politiques russes, des analystes militaires, tous demandant la même chose. Des millions de Russes ne veulent pas que cette guerre continue. Et pendant que Poutine doit gérer tout cela, l'Ukraine vient de frapper Moscou, avec une nouvelle attaque qui a provoqué une panne totale d'électricité pendant toute une journée dans la capitale russe. L'élite de Moscou assise dans le noir, parce que la Russie n'a pas pu arrêter les drones lancés par l'Ukraine. Alors, entrons dans le vif du sujet, en commençant, bien sûr, par la plus grande nouvelle. L'avertissement vient d'un homme qui était si proche de Poutine. Cet homme s'appelle Andrei Klopiak, et il a fait partie de l'équipe économique de la Russie de 2008 à 2014, occupant le poste de vice-ministre du développement économique. Après cela, il est devenu l'économiste en chef de la plus grande banque d'État, appelée VEB. Il s'agit de la Banque de développement d'État de la Russie, la principale institution publique qui finance les grands projets d'infrastructure et industriels du pays. Il occupe ce poste d'économiste en chef depuis 12 ans. Et maintenant, malheureusement, il semble que ses conseils ne soient plus nécessaires, parce qu'il dit des choses qui effraient trop Poutine. Nous allons entrer dans le détail de sa prédiction dans un instant, mais voici la partie importante. Même l'Ukraine se rend compte de ce que dit cet économiste en chef. L'Ukraine sait que Poutine n'arrêtera cette guerre que lorsque le coût de la poursuivre deviendra trop élevé pour lui personnellement, lorsque sa propre position sera menacée par la poursuite de la guerre. Et c'est quelque chose que l'ancien ministre de la Défense ukrainien vient de confirmer publiquement. Écoutez ce court extrait. Je pense que nous serons capables d'arrêter les Russes grâce à notre force, notre organisation, notre asymétrie et notre partenariat avec les pays occidentaux. La guerre sera dénuée de sens pour les Russes. Ils ne pourront rien accomplir de stratégique et chaque jour de poursuite de la guerre sera très dangereux pour eux. Potentiellement jusqu'à l'effondrement et à une crise majeure. Au moment où Poutine, ou plutôt pas Poutine, le gouvernement russe comprendra qu'il existe une menace existentielle. Et ils s'arrêteront sans obtenir aucun avantage stratégique, sans atteindre aucun de leurs objectifs stratégiques. Et ensuite, il y aura un cessez-le-feu et la paix, en Ukraine. C'est ce qui nous attend. Mais avant cela, bien sûr, ce sera l'enfer, des temps difficiles, de nombreux défis et beaucoup de changements. Mais à la fin, grâce au peuple ukrainien sage et courageux, nous pourrons accomplir tout cela. Nous pourrons obtenir tout cela. C'est exactement ce que Andrei prédit en réalité. Il dit que si Poutine, ou plutôt si la Russie continue sur la voie qu'elle suit, la Russie perdra, et cela pourrait mener à une crise sociale dramatique. Je veux vous montrer la présentation qu'il a faite, car c'est cette présentation qui a conduit à son licenciement. D'accord, donc il a fait cette présentation en mai dernier, et elle s'intitulait « L'économie de la Russie et les défis géopolitiques ». Et elle a été présentée au club Nikidzi. Ce club est littéralement destiné aux hauts responsables russes et aux conseillers pour qu'ils puissent se réunir et débattre d'idées afin de décider de la meilleure voie à suivre pour le pays. Et c'est important parce que ce type n'est pas anti-Poutine et il ne critique pas Poutine. Il met généralement en garde contre quelque chose qu'il pense pouvoir nuire à la Russie, ce qui signifie qu'il veut en informer les autres pour qu'ils puissent trouver comment l'éviter. Mais apparemment, son avertissement était juste, vous savez, un peu trop dérangeant pour Poutine. Alors laissez-moi vous montrer quelques déclarations clés de cette présentation. Donc la première dit « Après des taux de croissance records en 2023 et 2024, l'économie russe a ralenti en 2025. Et d'après les prévisions, elle tombera en fait cette année en dessous des taux de croissance des États-Unis et de l'Ukraine, avec lesquels nous sommes engagés dans une confrontation politico-militaire. » Donc encore une fois, 2023 et 2024, c'était essentiellement la Russie qui se shootait à sa propre came. C'est comme si Poutine imprimait tellement d'argent ou injectait tellement d'argent dans le secteur de la défense que l'économie était en croissance. Mais malheureusement, nous savions tous que ce n'était pas une solution à long terme. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais continuons avec d'autres commentaires de la présentation. Nous perdons à la fois la compétition technologique et économique mondiale. De plus, nous la perdons non seulement face à la Chine et aux États-Unis,
mais à certains égards, même face à l'Ukraine. Aussi désagréable que cela puisse être pour moi de l'admettre personnellement. Ce sont ces mots d'ailleurs, mais comme vous pouvez le voir clairement, ce type n'est pas quelqu'un qui est pro-Ukraine ou pro-États-Unis. Il est très pro-Russie, et il essaie d'alerter sur quelque chose qui se prépare. C'est comme si je m'énervais contre ma balance de salle de bain parce qu'elle indique que je pèse trop. C'était pas la faute de la balance. Mais continuons. Il poursuit en disant « Nous ne gagnerons pas la compétition dans cette guerre d'usure. Nous entretenons l'illusion que tout là-bas va s'effondrer. Là-bas, c'est-à-dire l'Ukraine. Ça ne s'est pas effondré et ça ne s'effondrera pas. Pendant ce temps, nos propres coûts augmentent. Selon les enquêtes publiques, la situation du système de santé se détériore. Notre secteur scientifique et technologique est très inégal. Nous avons des avancées dans certains domaines, mais globalement, à mon avis, nous perdons la compétition, nous ne la gagnons pas. Maintenant, le système de santé russe est en réalité insensé. Si vous êtes ici pour les bases du business, voici une autre notion essentielle. Protégez vos données personnelles en ligne. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone, et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité, et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées, et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien du site exposant vos informations personnelles, et les experts d'Incogni s'occuperont du reste avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus compliqué à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez mon code spécial pour obtenir 60% de réduction sur tout abonnement annuel à Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Et j'ai d'ailleurs prévu de faire une vidéo à ce sujet un jour ou l'autre. Mais la situation est tellement grave que la Russie accélère désormais la formation des étudiants en médecine, pas pour leur faire suivre un parcours accéléré, mais pour les envoyer sur le terrain et, vous savez, devenir médecins. Parce que la Russie a désespérément besoin de médecins. Et cela crée beaucoup de problèmes parce que, encore une fois, ces personnes ne sont pas comme des médecins ordinaires. Ils n'ont pas reçu toute l'éducation qu'ils devraient recevoir, l'intégralité de la formation. Et c'est déjà un problème. Mais en plus de cela, à cause de cette pénurie de médecins, certains de ces médecins sont tellement surmenés et sous-payés qu'ils quittent la Russie, même après, vous savez, avoir obtenu un diplôme de médecin en accéléré, ce qui crée beaucoup de problèmes. Et bien sûr, les régions occupées souffrent bien davantage que les régions russes éloignées, qui souffrent elles-mêmes bien davantage que les grandes villes russes privilégiées. Mais néanmoins, ce problème se propage et devient vraiment grave. Et c'est quelque chose dont même les élites du pays parlent maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose dont Poutine doit s'inquiéter. Mais continuons, car cette prédiction effraie vraiment Poutine. Il dit que l'économie va tenir, mais qu'une crise sociale pourrait émerger. Et précisément quand personne ne s'y attend vraiment. Je vous rappelle que personne n'attendait non plus la révolution de février. La révolution de février, c'est la révolution qui a eu lieu en 1917. Donc, au moment même où la Première Guerre mondiale avait lieu, et que la révolution russe a réellement commencé, beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est cette première révolution qui a déclenché la révolution russe, la révolution bolchevique. C'est cela en fait qui crée l'Union soviétique et transforme la Russie en un État communiste. Mais plus important encore pour Poutine, après la révolution russe, le tsar russe, Nicolas II, je crois qu'immédiatement après la révolution de février, abdique de son trône en mars. Et ensuite, je pense que vous savez tous ce qui se passe un an plus tard. Lui et sa famille sont fusillés par les bolcheviks, seulement un an plus tard. Donc il compare la situation actuelle à celle de la Russie en 1917, lors de la révolution de février, ce qui pourrait mener à un effondrement total de la Russie. Il précise qu'il ne prédit pas l'effondrement de la Russie, mais il prévoit des choses qui sont clairement inquiétantes. Regardez donc sa dernière prédiction qu'il fait dans cette présentation. Je crois que la Russie ne s'effondrera pas, mais je suis presque certain que nous allons connaître une crise sociale. Nous ne nous effondrerons pas économiquement, mais notre retard continuera de s'accroître, avec toutes les conséquences qui en découlent. Et bien cela a suffi, parce qu'apparemment, selon les médias russes d'ailleurs, ce ne sont pas des informations que nous recevons des médias occidentaux ou ukrainiens. Les médias russes ont publié un rapport disant qu'il a été licencié, et ils n'ont pas pu obtenir de déclaration de la banque expliquant pourquoi il a été licencié. Mais une personne proche de son poste à la banque a déclaré anonymement aux médias russes qu'il avait été licencié parce qu'il y a eu un appel qui est venu directement du Kremlin après cette présentation.
Donc, cette présentation a récemment été couverte par le Moscow Times en russe. Je suppose donc que le public russe lit cela bien davantage. Donc, après que la présentation a été couverte dans cette publication, il a été licencié littéralement 2 jours après cela. Donc, quand c'est devenu une grande nouvelle en Russie, Poutine ne pouvait tout simplement pas laisser ce type rester au pouvoir, ou à un poste influent. Je suppose donc que Poutine lui-même a appelé la banque et a demandé qu'il soit licencié. Maintenant, s'il devait spéculer, je dirais que le fait d'évoquer 1917 a probablement été la chose qui a causé la perte de ce type. Parce que Poutine peut tolérer certaines critiques sur l'économie, mais je ne pense pas qu'il accepte qu'on parle de la chute du tsar de son trône, puis de son assassinat. Parce que Poutine est très fataliste. Est-ce que c'est le bon mot ? Il pense beaucoup à la mort. Et c'est quelque chose que nous avons appris de personnes qui ont travaillé très étroitement avec Poutine, que ce soit pendant son premier, son deuxième ou même son 3e mandat. Regardez ce reportage. C'est une vieille information, mais je veux la partager avec vous parce que cela correspond à ce dont nous parlons. Le pire cauchemar de Poutine, c'est en fait la vidéo de la mort de Kadhafi. Pas son assassinat, sa mort. Selon des sources proches de lui, qui étaient en fait avec lui à ce moment-là, Poutine a été tellement bouleversé par la mort du dictateur libyen qu'il a passé des heures à regarder en boucle les images de Kadhafi se faisant capturer et tuer. Il s'identifie clairement à Kadhafi, et il a peur qu'un jour il finisse probablement comme lui. Maintenant que vous savez cela, je pense que ça explique un peu pourquoi Poutine a tellement peur d'être comparé à 1917, quand le dernier tsar russe a été tué. Peut-être. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie de ma part, parce que c'était un gros sujet quand c'est sorti. Beaucoup de gens ont parlé du fait que Poutine était vraiment obsédé par ce qui s'est passé en Libye. Et en plus de ça, je pense qu'une grande partie de ses décisions visait à éviter qu'en Russie, il se passe ce qui s'est passé en Libye. Donc il ne voulait pas d'un printemps arabe en quelque sorte. Maintenant, malheureusement pour le petit Vladimir, ce Klepak n'est pas le seul à avancer cette théorie. Il y a d'autres personnes à Moscou qui disent la même chose. Tout récemment, nous avons parlé du fait que le propre maire de Moscou a essentiellement déclaré que l'économie s'effondrerait si Poutine poursuivait la mobilisation. Écoutez ce court extrait, car je veux souligner que cette information prend vraiment de l'ampleur en Russie. Nous entendons constamment des discussions. Nous entendons constamment parler de la nécessité de tout mobiliser, de mettre toute l'économie sur le pied de guerre, et ainsi de suite. Mais l'économie moderne est structurée différemment. S'il n'y a pas d'économie en temps de paix, s'il n'y a pas d'impôts, pas de revenus personnels, et que la situation politique est complètement différente, nous ne gagnerons pas la guerre. Maintenant, gardez à l'esprit qu'il y avait des rumeurs sur ce type, ce maire, disant qu'il serait le prochain après Poutine. On prédisait qu'il serait le prochain président, le prochain homme au pouvoir. Donc clairement quelqu'un de puissant. Et encore une fois, il n'attaque pas vraiment Poutine directement. Il ne critique même pas la guerre. Il dit simplement que, si on procède à une mobilisation, on va perdre la guerre. Donc il critique une décision que Poutine pourrait prendre très bientôt. Et maintenant qu'un maire en parle, d'autres blogueurs de guerre évoquent la même chose. Écoute. Déclaration du maire de Moscou. La déclaration du maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, selon laquelle la militarisation de l'économie pourrait tuer le pays, doit être examinée de près et replacée dans son contexte. Qu'est-ce que cela signifie réellement ? Nous comprenons que le temps et l'épuisement des ressources consacrées à la guerre deviennent les facteurs clés. En d'autres termes, prolonger la guerre revient à resserrer l'étau autour de l'État russe, sans parler de la sphère sociale, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons un autre commentateur stratège politique russe, qui explique qu'il y a en réalité des millions de Russes qui ne s'expriment pas, mais qui sont contre la guerre. Regardez cette déclaration. Le nom du commentateur est Shadaf, et il dit « La ligne de Yabloko met en avant le thème crucial que la paix vaut mieux que la guerre. » Yabloko, c'est aussi un sujet qu'on a abordé récemment. C'est le seul parti anti-guerre en Russie qui a maintenant été interdit de se présenter à l'élection qui aura lieu en septembre. Et en plus de cela, d'ailleurs, il y a certains politiciens qui sont emprisonnés pour 10 ans, simplement parce qu'ils sont contre la guerre. C'est quelque chose que nous aborderons plus tard dans la vidéo, car cela aura plus de sens à ce moment-là. Mais c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Mais continuons avec cette déclaration. La paix est préférable à la guerre. C'est une thèse qui bénéficie d'un soutien bien plus large que celui d'un parti pourtant marginal. Même parmi l'électorat loyal et obéissant de Russie unie, il y a des millions d'hommes, des millions de personnes, je pense que c'est ce qu'il veut dire, des deux sexes qui murmurent discrètement. Quand cela va-t-il finir ? Il est temps de négocier. Nous nous affrontons comme des moutons, et nous avons versé tant de sang sans raison valable. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de négociation, nous avons besoin de diplomatie. Arrêtons de nous entretuer et de détruire ce qui a pris des décennies à construire. Pour un autre, Malia Tomatka. J'oserais avancer prudemment que c'est à peu près ce que pense, sinon la majorité, du moins une part très significative de la société.
Maintenant, Malia Tomatka est une ville que la Russie essaie de capturer depuis très longtemps. Et c'est juste une ville normale, mais elle est devenue un mème en Russie, où les gens plaisantent en disant « Pourquoi avons-nous besoin de Malia Tomatka ? Allons-nous sacrifier encore 1 million de personnes juste pour prendre le contrôle de cette petite ville ?» C'est une ville en Ukraine au fait. Mais oui, donc c'est ce qu'il utilise, il dit en gros de ne pas détruire ce qui a pris des décennies à construire, juste pour une autre Malia Tomatka. Cela vient d'un commentateur russe qui a un public assez important en Russie. Maintenant, je suis sûr que certains d'entre vous pensent que, eh bien, ce ne sont que des économistes et des commentateurs qui parlent, non ? Ce n'est pas si important que ça. Et je sais que beaucoup de gens ne tiennent pas vraiment les économistes en très haute estime. Je crois qu'il y a une blague du président Reagan sur le fait que tout le chaos dans le monde est créé par les économistes. Ce qui, encore une fois, a un certain sens. Ça a un certain sens. Mais ce ne sont pas seulement ces professions qui critiquent ce qui se passe. Nous avons même certains commandants militaires et des personnes qui travaillent avec l'armée qui disent des choses similaires. Ensuite, j'ai un extrait d'un stratège militaire qui était en fait membre de l'état-major général de la Russie, Konstantin Sikov. Et il met en garde contre ce dont nous parlons depuis tout à l'heure. Et il met en garde contre la même chose que tous ces économistes prédisent. Une explosion sociopolitique à l'intérieur de la Russie. Écoutez bien. Cela signifie mener une opération offensive stratégique visant à infliger une défaite décisive aux forces armées ukrainiennes. Tout le reste n'est qu'une demi-mesure. Une demi-mesure qui conduit la situation à un seuil dangereusement critique pour notre pays. Oui, et quelle est la conclusion? Tout cela est fait malgré tout. Donc la conclusion est très simple. Que si nous ne passons pas à des actions décisives de ce type dès maintenant ou dans un avenir proche, alors le risque d'une explosion sociopolitique augmentera progressivement pour nous. Quels sont les signes? Le premier signe est une démonstration claire de l'irritation du grand capital face à la politique gouvernementale. Cela indique une profonde division au sein de l'élite politique russe. En fait, les grandes entreprises se sont ouvertement opposées aux politiques du président et du gouvernement. D'autre part, on constate une irritation croissante au sein de la société. Maintenant, je vais être clair sur un point. Oui, beaucoup de gens en Russie s'opposent à cette guerre. Et peu à peu, de plus en plus d'entre eux prennent la parole. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde est contre la guerre. En fait, il y a même des alcooliques au sein du gouvernement russe qui soutiennent pleinement cette guerre. Et ces personnes traitent publiquement d'idiots tous ceux qui s'opposent à la guerre. Bien sûr, certains d'entre vous ont peut-être deviné de qui je parle. Je parle du petit pantin préféré de Poutine, Dimitri Medvedev. Et tout récemment, il s'en est pris à chaque jeune en Russie. Il a dit que tous les jeunes Russes qui s'opposent à la guerre sont, eh bien, des idiots. Écoutez. Néanmoins, l'affrontement idéologique... L'affrontement idéologique ne va pas cesser, car ces problèmes n'existent pas seulement de leur côté. Nous les avons aussi. Regardez quel... Regardez combien d'idiots cette période difficile et dramatique a révélé au grand jour. Dans cette période très difficile et dramatique. Des idiots, eh bien. De jeunes idiots qui souvent ne comprennent même pas ce qu'ils font et se laissent berner par toutes sortes de promesses, une somme d'argent dérisoire, ou qui veulent simplement dire à leur père qu'ils sont contre tout. Parmi ses pairs, dire qu'il est contre tout. Ça, bien sûr, c'est souvent typique des jeunes. Mais quel est le problème? Nous devons simplement comprendre que beaucoup de gens ont quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Un tel patriotisme. C'est pourquoi l'éducation patriotique, fondée sur les meilleurs exemples donnés par nos héros, est extrêmement importante. Cela nous donne d'énormes opportunités pour faire en sorte que la grande majorité des gens comprennent mieux la vérité. Sur la guerre, sur la vengeance, sur le rôle de notre pays, sur ce qui a été fait pour la défendre au fil des siècles et sur ce qui est fait aujourd'hui. Et bien sûr, ce type occupe un poste officiel, donc il doit être un peu plus diplomate. Mais les blogueurs de guerre russes qui soutiennent cette guerre ne sont toujours pas aussi diplomates. À mon avis, ils vont un peu trop loin. Mais avant de passer à cet extrait, je veux vous montrer ce qui se passe avec ce parti que Vladimir Poutine vient d'interdire, le seul parti anti-guerre en Russie. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de ce parti qui a été interdit de se présenter aux prochaines élections à cause d'une violation de droits d'auteur et d'autres raisons de ce genre. C'est l'excuse que Vladimir Poutine utilise pour écarter ses opposants. Mais malheureusement, le soutien à ce parti a en fait augmenté. Le parti est devenu plus populaire parce que Vladimir Poutine essayait de le faire interdire. Je crois que c'est... comment on appelle ça? Ce n'est pas l'effet de Dunning-Kruger. C'est un effet sur internet où, quand on essaie d'interdire quelque chose, ça devient en fait plus populaire. On attire plus d'attention dessus. Donc, à cause de ça, ce que Vladimir Poutine fait maintenant, c'est qu'il emprisonne l'un des leaders de ce parti. Et il a été emprisonné pour avoir diffusé de la désinformation sur l'armée russe.
condamné à plus de 11 ans de prison, simplement parce qu'il est contre la guerre. Le seul parti anti-guerre en Russie, qui apparemment bénéficie d'un soutien bien plus important que ce que j'ai mentionné dans la dernière vidéo. Quand on a parlé de ce parti, je crois qu'il y a une semaine, j'ai dit qu'ils avaient environ 3% de soutien. C'est pas vraiment vrai. Je pense qu'ils ont maintenant plus de 10% de soutien, selon les sondages russes. Donc ce sont des sondages que Poutine pourrait manipuler s'il le voulait. Et selon ces sondages, le parti est en croissance. Et bien sûr, devant la Cour suprême où la décision a été prise, il y a des jeunes Russes qui s'y rendent chaque jour pour manifester, et ils se font arrêter. Donc il est clair que la jeunesse russe n'est pas pour cette guerre, elle y est très opposée. Elle est contre le fait que Poutine interdise des partis simplement parce qu'ils sont contre la guerre. Et maintenant, nous avons des blogueurs de guerre russes qui essaient de s'impliquer dans toute cette affaire en disant que, eh bien, toute personne en Russie, même s'il s'agit d'un jeune qui est contre cette guerre, devrait être expulsé du pays. Écoutez cet extrait. Ces salauds écrivent que, pour la première fois en 5 ans, les citoyens russes ont une véritable opportunité de voter pour la paix et la liberté, de défendre légalement et en toute sécurité un accord de cessez-le-feu. Bande de salauds et d'ordures. Merci à tous ceux qui y croient, bande de salauds. Ils croient en un avenir pacifique et libre pour la Russie. Ce sera comme ça quand nous gagnerons. Et nous vous chasserons d'ici. C'est pourquoi nous vous appelons à nous rejoindre et à travailler ensemble. Ceci est écrit par un certain Nikolai Rybakov, le président du parti Yabloko, qui, pour une raison quelconque, n'est toujours pas en prison. Pourquoi n'ont-ils pas enfermé ce salaud? Pourquoi n'est-il toujours pas derrière les barreaux? Quelle bande de dégénérés! Si nous mettons les émotions de côté, bien sûr, je suis en faveur d'un large spectre politique. Mais quand des gens entrent dans ce spectre politique qui, eh bien, se fichent complètement du déroulement des combats acharnés ou de la mort de nos gars, je veux dire, ils proposent vraiment ces conneries en ce moment. Une sorte d'accord de paix. Non, notre président propose aussi des accords de paix. Notre président est prêt à négocier, mais à une seule condition. Démilitarisation, dénazification, la langue russe, le rétablissement du statut de l'Église orthodoxe russe, Donetsk et Luhansk, nous revenant entièrement. Zaporizhia, région de Kherson. Que tous ces salauds dégagent de là. Rendez-nous tous nos territoires. Nous verrons, ce n'est Alors nous pas un verrons un blog. statut de non-alignement, une mer Noire libre. Nous verrons. Eux, ils veulent autre chose. Ces gens veulent autre chose. Ils veulent que le pays lui-même cesse de... Et ils continuent. Ce qu'ils font maintenant, je vais vous dire ce qu'ils font. Ça s'appelle un sondage. Dans le travail opérationnel, il existe un terme appelé sondage d'agents. Mais ici, le terme s'applique au sens le plus large du mot. Ces salauds ont décidé de voir combien de ces enfoirés restent ici et voteraient pour Yabloko. Eh bien, allez-y. Moi, pour vous avoir appelé comme ça. Je crois que les personnes qui ne soutiennent pas l'opération militaire spéciale, les personnes qui détestent mon pays, les personnes qui pensent que le territoire devrait être abandonné, et ainsi de suite, tous ces gens-là. Ce sont des personnes qui devraient être déchues de leur citoyenneté. Si tu n'aimes pas ma grande Russie, fiche le camp d'ici. Verkhny Lars. Il y a plein de villes et de pays qui t'attendent. Ils te donneront même un travail. Les services de sécurité ukrainiens et le renseignement militaire ukrainien. En utilisant la sécurité et le renseignement militaire. Maintenant, pendant que tout cela se passe, l'Ukraine continue de mettre la pression de l'extérieur. Rien que la nuit dernière, l'élite de Moscou a eu un avant-goût de ce que le reste du pays sait déjà. Ici, vous pouvez voir à l'écran que l'Ukraine a envoyé des centaines de drones partout en Russie, certains d'entre eux allant même jusqu'à la capitale. Nous avons en fait quelques extraits venant de Moscou, où des drones explosent partout. Le premier, vous l'avez déjà vu au début de la vidéo. Voici le deuxième. Regardez. Putain de merde, bordel. C'est quoi cet apocalypse, hein? C'est Maintenant, voici une partie un peu étrange. Cette attaque a eu lieu la nuit, et il n'y a pas eu de coupure de courant cette nuit-là. Mais le matin, il y a eu une panne de courant qui a commencé juste après que les habitants ont entendu un grand bruit à la sous-station. À ce moment-là, il n'y avait pas de drone dans le ciel. Donc je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'était ce bruit. Peut-être que c'était un drone qui a percuté une sous-station, et que les dégâts à cette sous-station ont ensuite provoqué une sorte d'explosion. Ou peut-être que c'était autre chose. Peut-être que c'était simplement l'infrastructure russe qui s'effondrait parce qu'elle vieillit. Et soyons honnêtes, ce n'est pas impossible non plus. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que c'était, ça a été un vrai casse-tête pour beaucoup de Russes, surtout dans le quartier des affaires de Moscou. Regardez, certaines parties de Moscou connaîtraient apparemment une panne de courant. Environ 10 personnes auraient été coincées dans un ascenseur au théâtre.
et n'aurait pas pu en sortir sans assistance. Par ailleurs, les signalements de panne ont explosé dans de nombreux services en Russie, y compris chez les opérateurs télécoms, les banques, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et d'autres services en ligne. La cause des coupures d'électricité et d'internet signalées n'a pas été précisée. Au total, il semble qu'environ 10 000 moscovites aient été touchés par cette panne à la suite de l'attaque de drones nocturnes. Et encore une fois, nous ne connaissons pas la raison exacte, mais vous pouvez probablement l'attribuer à l'Ukraine d'une manière ou d'une autre. Et je suis sûr que c'est ce que la Russie va faire. Et bien sûr, à cause de cette guerre, l'économie russe continue de souffrir. Et la bourse russe nous le montre très clairement. Les banques sont en baisse, les entreprises entreposage, comme Wildberries, même si Wildberries est une entreprise privée, je suis sûr qu'elle est en baisse. Et vous savez pourquoi elle est en baisse. Ozon est aussi en baisse, qui est un concurrent de Wildberries. Et toutes les entreprises qui représentent une grande partie d'économie russe, elles chutent assez rapidement. Cette rébellion dont l'économiste parlait, eh bien, il semble que le marché anticipe déjà qu'elle va se produire. Maintenant, je vais vous montrer un extrait intéressant que j'ai trouvé récemment. Nous avons un volontaire américain qui est en Ukraine et qui combat pour l'Ukraine. Et je tiens à le préciser avant même de vous montrer cet extrait, ce n'est pas un soldat officiel. C'est simplement un volontaire qui soutient la cause ukrainienne pour l'autodétermination. Et il s'y rend pour aider. Récemment, il a partagé son expérience sur ce que c'était de combattre aux côtés de l'Ukraine, de combattre pour l'Ukraine. Alors écoutez ça. Carol Sainz Geyer, de Memphis, Tennessee, États-Unis. Et je suis ici pour aider le peuple ukrainien comme je peux. La Russie a envahi, il tue des femmes et des enfants. Le monde ne fait rien à ce sujet. Les politiciens parlent, et l'Ukraine a besoin d'hommes d'action. Les gens ici souffrent plus que les soldats américains. C'est une guerre bien plus difficile pour le peuple ukrainien que tout ce que j'ai vu des guerres américaines faire subir au peuple américain. C'est très différent. L'Amérique a beaucoup d'argent à investir dans la formation. L'Ukraine n'en a pas. Donc l'Ukraine doit être très intelligente pour trouver comment transformer des gens qui n'auraient jamais pensé devenir soldats en véritables guerriers. Honnêtement, la meilleure expérience que j'ai eue, c'est quand j'ai passé la sélection commando avec le 25e. Nous avons eu une sélection de 10 jours très, très difficile pour être admis dans le 25e en tant qu'étranger. Et ils nous ont poussés à bout. Et donc, quand nous sommes arrivés à Beyssavip, nous étions préparés à tout ce qu'ils avaient et nous comprenions les réalités auxquelles l'Ukraine est confrontée. J'étais inquiet de vivre et de travailler à côté des gars mobilisés. Je sais que beaucoup d'entre eux ne sont pas heureux. Je sais que beaucoup d'entre eux sont en colère, mais je n'ai trouvé que de la bienveillance, que de la générosité, que de l'amitié de la part du peuple ukrainien. Même en cette période difficile, ils n'ont jamais cessé de sourire. Ils continuent de m'offrir à manger. Je n'ai jamais mangé autant de sucreries de ma vie. Et ils rendent une période très difficile beaucoup plus agréable. C'est un honneur de travailler aux côtés des Ukrainiens. Vous savez, la partie la plus choquante de cette histoire, c'est que l'Ukraine vient tout juste de mener sa plus grande contre-offensive depuis 2023. Cela a pratiquement effacé tous les gains que la Russie a réalisés cette année, alors que la Russie a perdu des centaines de milliers de soldats. Mais aucun média grand public n'en parle réellement. Peu importe de quel côté on se place. Le New York Times ne parle pas de cette nouvelle, du moins pas encore. Le Wall Street Journal n'en parle pas non plus. Et puis bien sûr, il y a l'autre camp. Nous avons une machine de propagande russe qui dépense des milliards de dollars chaque année pour répandre les mensonges que Poutine veut que tout le monde croie. C'est exactement pour cela que nous faisons ce que nous faisons. Pour révéler la vérité sur le courage des Ukrainiens et lutter contre la propagande russe. Maintenant, je l'admets, nous n'avons pas des milliards de dollars comme Vladimir Poutine, mais nous vous avons, vous. Récemment, nous avons lancé Basics Insider. C'est un moyen pour vous de nous soutenir et d'obtenir du contenu supplémentaire en retour. Vous pouvez devenir membre dès maintenant en cliquant sur le bouton rejoindre ci-dessous ou en allant sur basicsinsider.com. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que vous obtenez en devenant membre, parce que ce n'est pas simplement une sorte de charité. Si vous devenez membre, vous aurez accès à des vidéos exclusives que nous mettons en ligne chaque jour et qui n'apparaissent pas ici sur YouTube. Nous allons beaucoup plus loin sur les sujets que nous traitons, et nous consacrons plus de temps à des détails qui n'ont pas leur place dans ces vidéos. Et bien sûr, le meilleur dans tout ça, c'est que nous faisons intervenir des vétérans militaires expérimentés, comme Chuck Farr, pour analyser les images du front, expliquer ce qui se passe réellement et distinguer les faits de la propagande. C'est vraiment notre couverture non censurée et approfondie pour ceux qui veulent comprendre ces conflits au-delà des gros titres. Et bien sûr, pour être honnête, votre adhésion nous aide énormément. La réalité, c'est que l'algorithme de YouTube change constamment. Les revenus publicitaires augmentent un jour et baissent le lendemain. Certaines vidéos sont recommandées cette semaine et peuvent ne plus l'être la semaine prochaine, à cause de quelque chose que nous avons dit. C'est pourquoi créer une communauté de membres nous permet de continuer à produire une couverture indépendante sans dépendre entièrement d'un algorithme tout-puissant. Donc si vous aimez les analyses plus approfondies tout en nous aidant à poursuivre ce travail, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ci-dessous ou en allant sur Basics Insider. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Et le meilleur dans tout ça,
Voici un extrait de notre vidéo exclusive où Chuck Farr fait ses analyses habituelles. Écoutez ça. Cela montre simplement les conséquences après qu'une de ces installations de Wildberries ait été touchée. Vous savez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout le monde va penser « Eh bien, regardez, ils ont brûlé plein d'iPhones, de skateboards et de t-shirts « J'aime Poutine ». Mais c'était le genre d'endroit où vous pouviez acheter 30 km de câbles à fibre optique dans un conteneur aérodynamique, vous savez, que vous pouviez mettre sur votre drone. C'est là que vous pouviez acheter des lunettes de visée thermique pour fusil. Vous pouviez acheter des dispositifs de vision nocturne, des gilets pare-balles, des casques balistiques. Et l'autre chose, c'est que ce ne sont pas seulement des attaques contre la marchandise, n'est-ce pas? Vous regardez un centre de distribution complètement détruit, n'est-ce pas? Tous les ordinateurs, les logisticiens, la planification. Vous voyez donc, vous éliminez les éléments qui font fonctionner un réseau de distribution comme Amazon. Et Wildberries, c'est, vous savez, c'est l'Amazon de Poutine. Il faut se dire que si ces choses n'étaient pas entassées d'un mur à l'autre, elles ne brûleraient pas comme ça. Oui, et vous savez, je ne suis pas un spécialiste des incendies, mais il y a du plastique, de l'électronique, probablement des tonnes de batteries au lithium. Je veux dire, vous savez, c'est ce que dans les SEALs on appelle une cible qui s'embrase d'elle-même. Si vous la frappez, elle se consume toute seule. Et franchement, ils ne l'ont pas volée. Donc, attendez-vous à des retards. Si vous avez commandé quelque chose pour Noël chez Wildberries, eh bien écoutez, je vous verrai à Pâques prochain. Ils viennent aussi de passer une loi, Adam, disant qu'ils ne sont pas responsables des dommages causés par les drones. Et ils ont adopté cette loi environ une semaine avant que ces attaques ne commencent. Donc, J'ai vu ça et j'entendais sans cesse des gens parler de combien d'argent Wildberries doit aux banques russes. Tu sais, ils ne pourront jamais rembourser ça. oui, j'ai un collègue au Keypost, Jason Smart, et il va vraiment en profondeur dans l'économie. Et écoute, lui, il a un doctorat. Moi, je suis juste un gars d'action. Mais on sait le lien entre l'effondrement du crédit et pas seulement ça, tu sais, à mesure que ce réseau de Wildberries devient mis à mal, il peut rapporter moins d'argent. Et cela signifie qu'il ne peut pas payer, il ne peut pas honorer sa dette, etc. Donc c'est un système très interconnecté. Et tout cela arrive à un mauvais moment pour Poutine et la Russie. Il y a tellement d'effets en cascade qui, vous savez, touchent tout le monde, tous les citoyens, et ils doivent aller voir Poutine en disant « Hey, on va plus supporter ça ». Eh bien, le peuple russe a une incroyable capacité à endurer la souffrance. Ils s'attendent à la duplicité, aux pénuries, au rationnement, etc. Vous savez, en septembre, il y a une élection pour Russie unie. Ils ont 24%. Si vous voulez regarder le reste de cette vidéo et d'autres vidéos comme celle-ci, vous pouvez aller sur Basics Insider ou cliquer sur le bouton rejoindre ci-dessous.